Salut à tous. Un avion cargo russe qui traverse discrètement la frontière iranienne, sans conférence de presse, sans annonce et sans avertissement, c'est pas seulement une image spectaculaire. À peine 69 jours après le début d'une guerre ouverte, voir un énorme avion Ilyushin atterrir à Boucher avec quelque chose qui pourrait complètement changer l'équilibre nucléaire de tout le Moyen-Orient représente le genre de séisme géopolitique qui ébranle aujourd'hui les fondations de la stratégie américaine et israélienne. Pour comprendre ce que signifie le geste de la Russie, il faut revenir en arrière et comprendre comment cette situation s'est développée. Pendant des décennies, Israël a fonctionné avec ce qu'on appelle l'opacité nucléaire. C'est une expression compliquée pour une réalité très simple. Israël possède des armes nucléaires. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit officiellement à voix haute. Ni Israël, ni les États-Unis, ni leurs alliés. Cette entente silencieuse a donné à Israël une position unique et presque incontestée au Moyen-Orient. Ils avaient la bombe, leurs voisins ne l'avaient pas. Et cet écart était la police d'assurance ultime pour la sécurité israélienne. L'Iran a passé la majeure partie des 20 dernières années à essayer de combler cet écart. Des programmes secrets de centrifugeuses aux installations d'enrichissement souterraines, l'Iran jouait une partie longue. Le monde observait avec nervosité pendant que l'Iran poussait ses niveaux d'enrichissement d'uranium de plus en plus haut. Au début de juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie atomique avait confirmé que l'Iran détenait plus de 400 kg d'uranium enrichi à une pureté de 60%. L'uranium de qualité militaire est à 90%. 60%, c'est pas encore de la qualité militaire, mais c'est dangereusement proche. Des experts ont calculé que l'Iran disposait d'assez de matière pour, avec un traitement supplémentaire, produire potentiellement le combustible nécessaire à plus de 10 armes nucléaires. Ce chiffre a envoyé une onde de choc à Tel Aviv et à Washington. Israël surveillait cette montée en puissance depuis des années et a décidé que c'en était assez. En juin 2025, Israël a lancé ce qui est devenu connu sous le nom de guerre de 12 jours, une vaste campagne militaire visant des sites militaires et des installations nucléaires iraniennes. Les États-Unis ont également participé à ces frappes. Lorsque la poussière est retombée, le programme nucléaire iranien avait subi de graves dommages. Des centrifugeuses ont été détruites, des installations ont été touchées et des scientifiques clés ont été tués. Le renseignement américain a estimé que l'Iran avait été considérablement retardé. Netanyahou s'est présenté devant les caméras et a déclaré que 2 menaces existentielles contre Israël avaient été éliminées. La menace nucléaire et la menace des missiles balistiques. Mais les menaces ne disparaissent jamais de façon aussi propre ou permanente qu'une conférence de presse veut bien le faire croire. Bien sûr, dans l'école trumpiste de la stratégie au podium, déclarer la victoire très fort est souvent présenté comme un substitut acceptable au fait de faire réellement disparaître le problème. L'Iran ne s'est pas arrêté, le pays s'est regroupé, il est passé sous terre littéralement, de nouvelles installations d'enrichissement ont été déclarées, des programmes secrets ont continué, et surtout la direction iranienne a rendu une chose très claire. Leur uranium n'allait nulle part, des responsables iraniens ont déclaré publiquement que leur matière nucléaire ne serait transférée à aucun autre pays sous aucune circonstance. Ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni à qui que ce soit. L'uranium resterait en Iran. Et ceux qui le voulaient allaient devoir venir le prendre. C'est ici que l'angle russe entre en jeu, et c'est là que la situation devient encore plus grave. Vladimir Poutine observait tout cela avec attention. En juin 2025, il a lancé une proposition qui a pris tout le monde de court. Il a suggéré que l'Iran et les États-Unis transfèrent leur uranium enrichi sous garde russe. Son argument était simple. La Russie l'avait déjà fait auparavant. Dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, la Russie avait réussi à gérer l'uranium faiblement enrichi de l'Iran. Elle avait les infrastructures, elle avait l'expertise et elle avait un historique. Poutine a présenté cela comme une solution pratique à une impasse diplomatique impossible. La réaction de Washington a été immédiate et ferme. L'administration Trump a rejeté l'idée catégoriquement. La position des États-Unis était claire.
La garde américaine de la matière nucléaire iranienne était le minimum acceptable et non un point de négociation maximal. Les États-Unis n'allaient pas remettre ce levier à Moscou. Mais Poutine n'a pas abandonné la proposition. Il a continué à la répéter. C'est la partie embarrassante de la politique étrangère quand le slogan est plus solide que la stratégie. L'autre camp continue de lire les petits caractères. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé aussi récemment qu'en avril 2026, que la Russie considérait toujours cette offre comme étant bel et bien sur la table. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré publiquement qu'exiger de l'Iran qu'il renonce complètement à ses droits d'enrichissement violerait en réalité le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Moscou ne faisait pas seulement une suggestion diplomatique. La Russie exposait une vision stratégique dans laquelle elle devient le tiers indispensable dans l'impasse nucléaire la plus dangereuse au monde. Puis est arrivé le 28 février 2026, le jour où le Moyen-Orient a changé à jamais, alors que les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis se poursuivaient encore à Oman et en Suisse, alors que les médiateurs seraient, selon certaines informations, proches d'une percée, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury. Ce fut l'une des plus grandes opérations militaires dans la région depuis des décennies. 2 groupes aéronavals autour de porte-avions, des dizaines d'appareils avancés et toute la puissance de l'armée de l'air israélienne se sont abattus simultanément sur l'Iran. La frappe d'ouverture a tué le guide suprême Ali Khamenei. Le régime qui dirigeait l'Iran depuis des décennies a été décapité en une seule nuit. La réponse de l'Iran a été féroce. Des centaines de missiles et des milliers de drones ont été tirés contre Israël, contre des bases militaires américaines à travers le Golfe et contre des États arabes abritant des forces américaines. L'Iran a aussi fait quelque chose qui a immédiatement étranglé l'économie mondiale. Il a fermé le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime étroite transporte environ 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Sa fermeture a plongé les marchés de l'énergie dans la frénésie et déclenché des ondes de choc économique ressenties partout, de Londres à Tokyo jusqu'à Chicago. Un cessez-le-feu conditionnel a finalement été déclaré le 8 avril 2026, mais le détroit est resté effectivement fermé et la douleur économique a continué de s'aggraver. Il s'avère que les voies maritimes mondiales ne rouvrent pas simplement parce que quelqu'un, dans un point de presse, insiste pour dire que tout est sous contrôle. L'histoire des 50 tonnes d'uranium s'inscrit directement dans cette crise plus large, alors que l'Iran était sous pression militaire, que ses installations nucléaires avaient de nouveau été endommagées, et que la survie même du régime était en jeu. La Russie a posé son geste le plus audacieux jusqu'ici. Selon des informations circulant dans les milieux du renseignement et de l'armée, un avion russe a livré une quantité importante de matière nucléaire enrichie en Iran. Cette livraison représentait l'intervention la plus directe de la Russie dans l'équation nucléaire jusqu'à présent. Le message de Moscou était sans équivoque. La Russie ne restait pas sur la ligne de touche. La Russie était un acteur. Et toute solution à cette crise devrait passer par Moscou. Pour Israël, les implications sont énormes. Pendant des décennies, toute l'architecture de la sécurité israélienne a reposé sur l'hypothèse qu'aucun autre État au Moyen-Orient ne posséderait d'armes nucléaires. Israël a maintenu son monopole par une combinaison de secrets, de dissuasion et, lorsque nécessaire, d'actions militaires directes. Ils ont détruit le réacteur irakien de Zirak en 1981. Ils ont frappé l'installation nucléaire syrienne en 2007. Ils ont passé des années à cibler le programme nucléaire iranien. La stratégie a toujours été la même, garder le monopole intact à tout prix. Mais si la Russie participe maintenant activement à garantir que l'Iran conserve l'accès à de la matière nucléaire enrichie, cette stratégie se heurte à un mur. Israël ne peut pas simplement bombarder son chemin hors d'un problème, lorsque ce problème porte les empreintes de Moscou. Et c'est précisément là que l'habitude pro-Trump de transformer chaque crise en tour d'honneur électoral commence à paraître douloureusement minuscule devant un échiquier nucléaire. C'est aussi pourquoi 30 parlementaires américains, tous démocrates, ont envoyé il y a seulement quelques jours une lettre extraordinaire au secrétaire d'État, Marco Rubio, exigeant que l'administration Trump mette fin à son silence officiel sur le programme d'armes nucléaires d'Israël. Ils ont écrit que Washington ne peut pas élaborer une politique cohérente de non-prolifération pour le Moyen-Orient, tout en maintenant une ambiguïté officielle sur les capacités nucléaires d'une des parties à ce
conflit. Ils ont posé des questions précises. Combien de têtes nucléaires Israël possède-t-il ? Quels sont leurs systèmes de livraison? Que se passe-t-il au centre de recherche nucléaire de Dimona, dans le désert du Negev? Ce sont des questions auxquelles Washington refuse de répondre depuis 60 ans. Le fait que des membres du Congrès exigent maintenant publiquement des réponses montre à quel point la situation a changé de façon spectaculaire. L'argument de l'hypocrisie a toujours été là, tapi sous la surface de chaque négociation nucléaire entre les États-Unis et l'Iran. L'Amérique insiste pour que l'Iran ait un enrichissement zéro. Pendant ce temps, Israël disposerait d'un arsenal estimé entre 80 et 400 têtes nucléaires. Personne ne connaît le chiffre exact et Israël n'a jamais signé le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. L'Iran pointe ce deux poids, deux mesures depuis des années. Maintenant, avec une guerre active en cours et la Russie qui s'insère comme courtier nucléaire, cet argument n'est plus seulement une rhétorique diplomatique. Il devient la question centrale de tout le conflit. Le silence sélectif peut fonctionner dans un studio de télévision loyal, mais il devient beaucoup plus difficile à vendre lorsque toute la région compte les ogives. Les États-Unis ne paniquent pas seulement à cause de l'uranium lui-même. Ils paniquent à cause du signal que cet uranium envoie. Si la Russie peut livrer de la matière nucléaire enrichie à l'Iran au milieu d'une guerre active contre une coalition américano-israélienne, cela signifie que la Russie est prête à défier directement la primauté militaire américaine dans la région. Cela signifie que la stratégie d'isolement que Washington a tenté d'appliquer à l'Iran pendant des décennies est en train de se fissurer. Cela signifie que le prochain chapitre de l'histoire du Moyen-Orient ne sera pas écrit exclusivement par Washington et Tel Aviv. Moscou écrit aussi des chapitres et Pékin observe très attentivement depuis les coulisses. C'est une réalité difficile pour un camp politique qui préfère que l'ordre mondial tienne proprement dans un slogan de rassemblement. Les responsables du renseignement mettent en garde depuis des années contre le scénario cauchemardesque. Un Moyen-Orient nucléaire multipolaire où plusieurs acteurs étatiques ont accès à de la matière de qualité militaire. La région compte déjà l'arsenal non déclaré d'Israël. Le Pakistan est une puissance nucléaire juste à côté de l'Afghanistan. L'Arabie Saoudite a dit ouvertement que si l'Iran obtenait la bombe, elle en chercherait une elle aussi. Les dominos sont alignés. L'intervention de la Russie ne les renverse pas à elle seule, mais elle rend leur chute beaucoup plus difficile à empêcher. La situation sur le terrain est maintenant fragile. Le cessez-le-feu tient à peine. Les négociations se poursuivent, mais elles sont profondément fracturées. Les États-Unis veulent zéro enrichissement de la part de l'Iran et la garde américaine de toute la matière nucléaire. L'Iran refuse de remettre son uranium aux États-Unis sous quelque circonstances que ce soit. La Russie continue de se proposer comme l'intermédiaire qu'aucune des deux parties n'accepte. Israël veut que le programme nucléaire soit démantelé de façon permanente. Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, le fils de l'homme tué dans les frappes américano-israéliennes, a hérité d'un régime blessé, mais défiant, et le détroit d'Ormuz reste fermé, faisant saigner l'économie mondiale chaque jour davantage. La variable clé qui n'est pas assez discutée, c'est le temps. Le programme nucléaire iranien a été endommagé en juin 2025, puis de nouveau en février 2026. Les évaluations du renseignement américain situent toujours l'Iran à environ 1 an de la matière de qualité militaire, mais cette estimation suppose que l'Iran ne reçoit aucune aide extérieure. Si la Russie fournit activement de l'uranium enrichi et un soutien technique, ce délai d'1 an se comprime de façon spectaculaire. C'est le chiffre qui tient éveillé les planificateurs militaires américains la nuit. C'est le chiffre qui pousse les généraux israéliens à saisir leur téléphone. Aucune confiance déposée comme une marque de commerce ne peut rallonger un délai d'1 an une fois qu'une aide extérieure commence à changer les calculs. Pour les États-Unis, tout cela signifie que l'ère de la domination nucléaire américaine au Moyen-Orient est contestée en temps réel. Les décisions qui seront prises dans les 6 à 12 prochains mois dans les salles de négociation à Oman, dans le bureau ovale, au Kremlin et dans ce qui reste du gouvernement de Téhéran façonneront le paysage sécuritaire de toute la région pour la prochaine génération. Le résultat déterminera si Israël demeure la seule puissance nucléaire de son voisinage ou si un nouvel équilibre beaucoup plus dangereux émerge.
La livraison d'uranium, les pourparlers de cessez-le-feu, le détroit d'Ormuz et l'opacité nucléaire d'Israël sont tous des fils de la même histoire. L'histoire n'est pas quelque chose qui se produit ailleurs, sur un écran. Elle se fabrique en ce moment même, et la comprendre donne un avantage que la plupart des gens n'ont tout simplement pas. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.